La première rencontre d'un postulant à une chaire au Collège de France avec son futur administrateur n'est pas une chose banale. Pour moi, quand j'ai rencontré Yves Laporte pour la première fois, je ne le connaissais pas, je ne suis pas neurophysiologiste, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Et donc, quand je l'ai rencontré en 88, j'étais un peu, comme le dirait Amélie Nothomb, stupeur et tremblement. Il ne faut pas exagérer, c'était un médecin, c'était un neurophysiologiste, nous avions des points en commun. Heureusement, car après qu'il m'eut dit « Cher ami, on pense à vous pour être titulaire de la chaire de médecine expérimentale », proposition extrêmement alléchante, pour au moins 3 raisons. La chaire de Claude Bernard, le successeur de Jean Dosset, donner un enseignement enfin à un public intéressé comparé à celui des étudiants en médecine, je passe, et enfin, cerise sur le gâteau, le laboratoire de la rue d'Ulm. Mais je posais tout de suite un problème à Yves Laporte qu'il n'attendait pas, c'était celui du statut. En effet, j'étais ce qu'on appelle un praticien hospitalier professeur des universités, PHPU, c'est-à-dire que je bénéficiais d'une disposition de la loi Debré de 1958 qui permet à un universitaire médecin d'exercer sous la forme de vacation la possibilité donc d'être à l'hôpital comme praticien hospitalier. Le fait d'arriver au Collège de France, je l'ai compris tout de suite, me privait de la possibilité d'être hospitalier. Je ne devenais plus qu'un universitaire, chercheur, oui, mais je perdais mon ancrage clinique. Et ceci, très sincèrement, je ne pouvais pas l'accepter, parce que j'étais médecin dans l'âme, et parce que surtout, que pouvais-je apporter de plus dans un collège qui comptait dans ses rangs François Gros, François Jacob, qui allait recruter d'ici peu Pierre Chambon, que pouvais-je apporter comme médecin dans ces conditions-là? Mais pour ça, il fallait que l'administrateur le comprenne, que l'administrateur prenne en charge une disposition qu'il fasse passer au niveau de la haute administration pour qu'enfin je puisse bénéficier, en fait, non pas d'un privilège exorbitant, mais simplement de la possibilité d'être professeur au Collège de France, praticien hospitalier, sans que ceci ne change rien par ailleurs à l'ensemble de la carrière, ni aux rémunérations. Yves Laporte, j'ai tout de suite vu qui il était. Il a compris tout de suite, pour certains il aurait fallu de longues explications, il a immédiatement pris la hauteur de vue qui était nécessaire, car après tout il aurait pu dire « Chers collègues, dans ces conditions, je regrette, on va réfléchir, je vais interroger le bureau, etc. » Il a pris tout de suite la mesure de la situation, pensant qu'effectivement il fallait faire ceci. Ensuite, il l'a mis en œuvre. Et pour avoir, comme mes prédécesseurs, André Miquel, Gilbert Dagron et Jacques Levinsky, fréquenté les ministères pour obtenir une modification, en plus à un règlement ou à une loi, ce n'est pas chose simple. Ça n'a pas été chose simple. Simplement, j'ai tout de suite senti qu'il le souhaitait, qu'il le ferait et qu'il le ferait bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai tout de suite eu donc confiance en Yves Laporte et je pense que la confiance a été réciproque. Il a donc mené à bien cette modification et elle est survenue sous la forme d'une ce qu'on appelle une DMEOS, une diverses mesures d'ordre social avec l'aide des ministères et de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et contrairement à d'autres, il n'a pas publié un bulletin de victoire de la Grande Armée sur cette bagarre qui en était réellement une. L'affaire s'est réglée ainsi, ce qui a permis à votre serviteur d'être aujourd'hui ici et parler de la continuité qu'il essaye d'exercer dans ses fonctions d'administrateur par rapport à ce qu'a réalisé Yves Laporte. Au passage, notez que Yves Laporte n'a pas bénéficié de cette mesure, il était médecin. Il était lui aussi PU-PH. Notez aussi que Jacques Ruffier, son collègue de Toulouse, avec lequel au passage il a aussi effectué une bonne partie de la résistance, n'a pas non plus bénéficié de cette mesure. Et que, en revanche, un certain nombre de mes collègues qui étaient PU-PH ont bénéficié de cette mesure, ce qui permet au Collège de France d'avoir des médecins qui exercent en même temps que des chercheurs et des professeurs.
Donc me voici installé dans ma fonction de professeur et de chercheur dans les laboratoires de la rue d'Ulm que nous avons occupés avec pratiquement la moitié de mon équipe qui a été scindée en deux, l'autre partie de l'équipe étant restée rue du Fer-Moulin, et nous nous sommes installés rue d'Ulm en 1990. Je veux dire que le fait d'être rue d'Ulm est relativement éloigné de l'endroit où se passe l'ensemble de la vie intellectuelle et administrative du collège. J'en ai souffert, je le dis franchement, et mes collaborateurs aussi, dans la mesure où nous étions dans un merveilleux laboratoire, mais relativement éloigné. Et je dois dire que grâce aux grands travaux qui ont été mis en place à partir de 92-93 et qui ont aussi impliqué à un moment donné la rénovation du bâtiment B de biologie, j'ai pu emménager avec une autre partie de mon équipe en 2000 dans les laboratoires place Marcellin Berthelot, ce qui m'a rendu beaucoup plus sensible, je dirais, à certaines des grandes questions de l'administration du Collège de France. Alors, continuité, transition, rupture. Voilà la question qu'on peut se poser. Quand on arrive comme administrateur, on est bien entendu extrêmement imprégné de la tradition. On y a fait allusion, on a même parlé des rites qui sont indispensables à garder dans notre maison. Et le fait tout simplement d'occuper le bout de la table au lieu de se trouver au milieu de la grande table de la salle d'assemblée représentait une rupture intolérable. On est revenu à l'état antérieur. Bien. Que j'ai d'ailleurs continué et que je pense que Serge Haroche perpétue de la même manière. Ça, c'est la tradition. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un qui avait le sens de la tradition dans le sens fort du terme, le passage de génération en génération, d'un héritage culturel fort qui remonte à 1530, et il ne faut pas avoir peur des mots et des dates, c'était bien Yves Laporte. Et j'ai toujours pensé que le jour où j'ai été nommé administrateur et que le collège s'est embarqué dans une série, je dirais, de modifications de différents ordres, que s'il y avait eu quelque chose de majeur qui eût dérangé Yves Laporte, je pense qu'il me l'aurait dit. Je lui ai posé la question, mais il a été d'une discrétion telle, ceci a été rappelé par André Miquel, qu'il se serait bien gardé d'intervenir même à ma sollicitation. Je le cite, dans un document qu'il a écrit en 1990, « Le collège a joui d'une liberté considérable dans ses activités d'enseignement et de recherche, liberté sans laquelle son adaptation au progrès dans tous les domaines de la connaissance n'aurait pas été possible. » Liberté, modernité, je pense que nous avons tous essayé d'assurer au mieux la modernité du collège, de façon à ce que le collège aille de l'avant, n'aille pas s'enferrer dans les sables, c'est toujours un danger, tout en gardant cette tradition. C'était d'autant plus important de discuter tout cela que, au Collège de France, c'est quand même posé réellement le débat de savoir si l'on garderait ou non sur place une recherche expérimentale. Je pense que, Jacques, tu te rappelles les discussions que nous avons eues, car après tout, certains de nos collègues pensaient qu'il suffirait que ce collège donne des cours, accueille des professeurs, mais que la recherche pouvait être très bien effectuée, elle l'était très bien, hors site du collège. Et plusieurs collègues ici même représentent l'excellence de la recherche effectuée hors collège et hors Paris. Ceci dit, j'ai retrouvé les 4 articles du Monde de 68 de Pierre Lacouture et de Claudine Escoffier-Lambiotte sur le Collège de France, qui s'intitulait, de façon générique, « De la gloire à l'austérité ». Il y avait 4 articles, un article chaque jour, pratiquement, sur une page entière. Premier sous-chapitre, « Tribulation de la liberté ». Deuxième chapitre, « Enseigner l'inconnu », belle formule. Troisième chapitre nous intéresse, la science dispersée. Et là, il y avait une analyse critique de la manière dont la recherche était effectuée. 4 ans avant que n'arrive Yves Laporte comme jeune professeur de neurophysiologie au collège. Et le 4e article, Tente de l'esprit, tirait
lieu de pauvreté. Vous voyez que tout ceci était fait pour que la prochaine rencontre entre l'administrateur du collège, Wolf, et le président de la République, Charles de Gaulle, soit préparée au mieux. Mais ces 4 articles ont été écrits en fin mars 68, donc 6 semaines avant mai 68, et donc il a fallu tout reprendre, comme vous l'imaginez bien. Voilà. La recherche. Je pense que, vraiment, il y a eu une renaissance du Collège de France, et non pas une rupture, mais une renaissance de la recherche au Collège de France par les grands travaux. On ne le dira jamais assez. On ne dira jamais assez que la structure, les bâtiments, les laboratoires et les lieux de recherche sont essentiels pour que s'exprime au mieux une recherche d'excellence. Et le fait d'avoir maintenant à notre disposition 8000 m² complètement rénovés en biologie et en chimie, et à la fin de l'année ou avant la fin de l'année, de nouveau 8000 m² avec 5 étages hors sol, 3 étages sous-sol réalisés pour la chimie et la physique, c'est une chance incroyable. Il va falloir aussi rénover, car il faut toujours rénover le bâtiment de biologie. Et ceci ne s'arrête pas là, puisque, grâce à Yves Laporte encore, nous bénéficions d'un patrimoine immobilier tout à fait intéressant sur le site Cardinal Lemoine. Et là encore, nous avons le défi de moderniser, ou en tout cas de mettre au minimum en conditions de normes de sécurité ce site, de façon à ce qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Et je peux dire que nous sommes quand même heureux que, pour l'Institut des civilisations, pour ce site, nous avons obtenu 20 millions d'euros. C'est le seul financement accordé pour Paris Sciences et Lettres pour ce projet immobilier d'envergure. Il ne sera pas suffisant, mais je pense que c'est tout de même une somme considérable qui nous permet de réfléchir pour sa rénovation. Jacques Glowacki a fait allusion à un moment très fort aussi, qui a été la création d'équipes accueillies. Je pense que c'était quelque chose que nous avons porté, Yves Laporte, Jacques Glowacki et moi-même, jusqu'au bout, dans la mesure où nous pensions que le recrutement de collègues à un stade de maturité, dirons-nous, ne pouvait pas se faire sans que l'on réfléchisse en même temps à la possibilité d'accueillir des jeunes qui puissent renouveler, je dirais, les thèmes de recherche, les compléter par rapport à ceux de leur aînés. Aujourd'hui, nous avons un centre interdisciplinaire de recherche en biologie du Collège de France qui comporte 16 équipes différentes, des équipes de chaire, mais pour la plupart des équipes hors équipes de chaire, qui sont autonomes pendant 4 ans, qui ont un renouvellement possible pendant 4 ans. Les équipes sont jugées dans leur recrutement par un comité international. Nous en avons recruté encore 2 et je voudrais rendre réellement hommage au travail qu'a fait pour cela Alain Prochian. La diffusion des savoirs. Alors la diffusion des savoirs était quelque chose qui me tenait à cœur, vous le savez. Et je voudrais simplement lire ce qu'écrivait là encore Yves Laporte. Dans le domaine de l'enseignement, en 90, dans le domaine de l'enseignement, la politique d'ouverture du collège en dehors de Paris, déjà en bonne voie, devra se développer. C'est référence effectivement au développement international et en province des enseignements du Collège de France. Il faudra sans doute envisager aussi, tout au moins pour certaines disciplines, des modalités nouvelles d'enseignement, afin que la compétence des professeurs et le travail considérable investi dans la préparation des cours, ils savaient de quoi ils parlaient, nous aussi, de façon à ce que ce travail bénéficie à un plus grand nombre d'auditeurs qu'aujourd'hui. C'était tout à fait prémonitoire d'écrire ceci en 90, et je pense que la numérisation des cours, la possibilité à l'heure actuelle de disposer d'un campus numérique international qui permet une diffusion, y compris en langue anglaise, des cours, est quelque chose qu'aurait souhaité et accompagné Yves Laporte. La participation des personnels à la vie du Collège de France, c'est un point très important. Vous l'avez souligné, Jean-François Rigoni, Jacques Glowacki, les statuts de 90 ouvraient pour la première fois
la participation possible à un débat purement délibératif, consultatif, des personnels du collège. Et ceci a été accentué au cours des dernières années pour une bonne raison, c'est que le passage nécessaire à l'autonomie du Collège de France, ne souriez pas, le collège a toujours été autonome et libre, mais enfin, il faut quand même passer à un moment donné par la loi LRU, les responsabilités élargies. Ceci a nécessité la création d'un certain nombre de comités ad hoc, mais qui nous permettent d'avoir une véritable politique d'établissement en matière de recrutement propre, de primes, d'intéressement au travail. Tout ceci était en germe dans ces statuts de 90. De même que Yves Laporte, et je le vois très bien, a mis en route cette réforme des statuts. Durant mon mandat d'administrateur, durant la deuxième partie de mon mandat, j'ai souhaité en faire autant. Le projet est assez avancé, mais il n'est pas encore abouti, et je ne sais pas exactement quand il aboutira, étant donné qu'en même temps que nous faisons progresser nos propositions de réforme des statuts, le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche évolue à une vitesse que j'estime être un peu rapide. Je termine par les mécénats et la fondation. Je pense que là encore, Yves Laporte a été un créateur dans la mesure où il a tout mis en œuvre pour que cette Fondation Hugo du Collège de France existe. Et ceci a été créé suite à une assemblée en 1977 et la création elle-même par le journal officiel en 1979. Yves Laporte a montré quels étaient les objectifs de cette fondation. Ces objectifs sont respectés. Il nous a semblé qu'il serait bon qu'existât aussi une fondation du Collège de France, et non pas une fondation Hugo, du Collège de France, une fondation qui puisse être à même de pouvoir récolter de l'argent provenant de mécènes. Et cette fondation, comme vous le savez peut-être, effectivement, a permis à l'heure actuelle l'accomplissement d'un grand nombre de rénovations de laboratoires, mais aussi de création de chaires annuelles, mais aussi a permis la vie d'un certain nombre de ces laboratoires par les crédits de fonctionnement qu'elle a pu apporter. Voilà, je pense que lorsqu'on devient administrateur au Collège de France, sans qu'on s'en rende compte, on revêt une sorte de manteau, de cape. J'étais en Ouzbékistan il y a peu de temps, j'ai fait un exposé, et à la fin, on m'a donné un kefta, une sorte de chape, de manteau d'apparat, qui pèse extraordinairement lourd. Mais c'est en même temps un signe de reconnaissance et aussi une manifestation de la charge publique que l'on vous donne. Être administrateur au Collège de France, c'est recevoir cette chape. J'ai mis la chape de côté, la chape de l'Ouzbékistan d'un côté, la chape d'administrateur de l'autre. J'espère simplement avoir été fidèle à l'action bien souvent pionnière de Yves Laporte. J'espère que de cette façon-là, sans rupture, mais en continuité, nous avons promu une recherche libre, que nous avons œuvré à la diffusion des idées du Collège de France qui sont plus actuelles que jamais. Je vous remercie.